13h30 tout pile de retour dans LCI Midi pour Politique Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, c'est l'heure du duel. Se font face aujourd'hui Shannon Seban, conseillère municipale Renaissance de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, et Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête, président de Génération Zemmour. Merci à tous les deux de m'accompagner. Très bien accompagné également de notre plateau d'éditorialistes politiques, Arlette Chabot, Françoise Degois, Lydia Guéros et Frédéric Delpech. Merci à tous les 6 de participer à cette émission. C'est parti donc pour le duel. Vos réactions dans un premier temps à tous les deux sur la polémique de la semaine sur l'Ocean Viking, le navire humanitaire avec à son bord 234 migrants dont 57 enfants aérés pendant près de 3 semaines en mer avant d'accoster hier matin à Toulon. L'Italie n'en a pas voulu. L'épisode a cristallisé les tensions et les divisions qui ne dataient pas d'hier entre Paris et Rome sur la question migratoire. Alors la question est la suivante, elle est simple, fallait-il ou non accueillir le navire humanitaire Ocean Viking sur nos côtes françaises et pourquoi? Vous avez 1 minute chacun pour y répondre. Shannon Seban, vous commencez. Pour répondre à votre question en un mot, c'est oui. Effectivement, il fallait que nous puissions accueillir les personnes qui étaient à bord de ce bateau, puisqu'il y avait 234 vies humaines en jeu, avec parfois des enfants, des personnes en situation de santé et dans des états de santé qui étaient effectivement très précaires. Donc oui, je vous l'apprends peut-être, nous avons par ailleurs signé en 1974 une convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer, qui impliquait justement que nous puissions venir en aide aux personnes qui sont en situation d'urgence en mer. Donc ici, nous avons seulement honoré ce droit international, nous avons fait preuve d'un esprit de responsabilité, là où en parallèle, vous aviez l'Italie qui a décidé de se dérober là à ce droit international. Donc il en allait ici d'un esprit de responsabilité. Et puis ensuite, je pense que Giorgia Meloni, en Italie, devra s'expliquer sur le pourquoi du comment, parce que c'est bien beau de faire des photos derrière les institutions européennes, mais ici, elle a fait preuve d'un manque de responsabilité face aux engagements qu'elle avait pris précédemment. Timing terminé, c'est parfait. Stanislas Rigaud, c'est à vous. Oui, sans surprise, moi de mon côté c'est non, je ne pense pas qu'il fallait accueillir ce bateau, mais 2-3 points sur ce que vous venez de dire aussi pour répondre avant d'amorcer mon raisonnement expliquant le non. La première chose, c'est que en 2018, Emmanuel Macron avait refusé l'huile Aquarius. Et à ce moment-là, il n'y avait pas cette question de l'humanisme qui était posée pour la majorité présidentielle. Aujourd'hui, si. Deuxième chose, j'entends tous les arguments liés à, encore une fois, l'humanisme, mais ce bateau aurait pu faire demi-tour, il aurait pu retourner en Tunisie, il aurait pu retourner en Libye. Et puis, pour commencer le raisonnement, je pense que le vrai sujet, c'est que ça crée un précédent. C'est-à-dire que maintenant qu'on a dit oui à ces 234 migrants, et je peux entendre réellement toutes les souffrances qu'ils ont pu endurer. Mais une fois qu'on a dit oui pour ces 234 personnes, comment allons-nous faire quand il y aura un bateau avec 500 personnes? Parce que la vie humaine, qu'elle soit au milieu de 234 personnes, au milieu de 500, 1000, 10 000, 20 000 personnes, elle restera la même. Et je crois que la France doit être souveraine, doit décider de sa politique migratoire, et ce n'est sûrement pas aux passeurs ou aux organisations d'extrême gauche qui profitent, qui vivent sur la misère de ces gens, d'imposer leurs lois en France. Parfait pour le timing également. Tenez, on va demander à un médiateur, Frédéric Delpech. C'est vrai, cette histoire de précédent politique, c'est ce qu'a notamment évoqué Marine Le Pen. On l'écoutera tout à l'heure, elle était au salon du Made in France. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, d'envoyer tous ces navires humanitaires vers la France une fois que la France a accueilli ce bateau de l'Ocean Viking? Alors, il peut y avoir un risque. Alors, cela étant dit, Gérald Darmanin a pris soin de déminer en disant que ce serait à titre exceptionnel. Donc, il n'y a pas matière à envisager que d'autres bateaux soient accueillis. Ce qui est le risque plutôt est politique pour le chef de l'État. Et c'est-à-dire d'apparaître comme étant toujours dans ce en même temps. Alors, d'un côté, on va afficher la fermeté par rapport aux questions migratoires, aux EQTF. Il faut absolument reconduire aux frontières avec une loi qui va arriver au mois de janvier. Et puis, de l'autre côté, finalement, on accueille, on cède au bras de fer face aux Italiens et on accueille un bateau et quitte à créer effectivement un précédent. Donc, c'est plutôt sur le risque politique pour le chef de l'État et pour l'ensemble du gouvernement qu'on peut s'interroger. Effectivement, là, il y a quelque chose qui peut laisser des traces et qui peut donner le sentiment que Emmanuel Macron fait un pas en avant et puis un pas en arrière sur une question très sensible qui touche et qui intéresse beaucoup de Français, la question migratoire. Alors écoutons juste ces dernières minutes. Marine Le Pen, donc au salon du Made in France, qui évoque un acte grave, un acte d'incitation, une politique de gribouille. Écoutez. Il commet un acte qui est un acte grave, parce que c'est un acte d'incitation. C'est-à-dire que demain, plus de migrants tenteront de traverser,
plus ils risqueront leur vie, plus tomberont entre les mains des passeurs et plus évidemment arriveront sur notre territoire alors que nous n'avons absolument plus les moyens de les accueillir. Donc c'est la politique de gribouille. Encore une fois, ils cherchent à mettre en place le en même temps qui en matière migratoire est dramatique. Shannon Seban, je vous vois hocher la tête. Non, parce que ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point la droite et l'extrême droite aujourd'hui, j'entendais d'ailleurs Éric Ciotti hier aussi dénoncer la décision d'avoir accueilli ces migrants-là, mais aujourd'hui on voit bien que dès lors qu'on parle de questions migratoires, que ce soit sur les OQTF ou sur cette question-là de l'Ocean Viking, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Bien évidemment qu'aujourd'hui le fait que nous ayons accueilli ces personnes-là qui étaient encore une fois, je le rappelle, dans une situation de détresse et dans une situation d'urgence ne fera pas jurisprudence. Gérald Darmanin l'a rappelé, je vous le redis aujourd'hui sur ce plateau, il s'agit là d'une situation exceptionnelle. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides... Mais comment est-on sûr qu'il n'y aura pas un Ocean Viking bis et une situation similaire finalement? Il s'agit là d'une étude au cas par cas. En ce moment même, vous avez une quinzaine d'agents de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides qui étudient au cas par cas les situations de ces personnes-là, qui redirigent vers des structures hospitalières les personnes qui ont besoin de pouvoir bénéficier de certains soins et qui étudient au cas par cas si les demandes d'asile sont fondées ou non. Donc ne tombons pas, s'il vous plaît, dans l'extrapolation et dans la création d'un sentiment d'angoisse permanent autour de cette question-là d'immigration, s'il vous plaît. Stanislas Rigaud et ensuite Françoise Degois. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse dans cette affaire, c'est que en réalité... Non, c'est pas très drôle. Ça m'amuse de la part de la Macronie, parce qu'on a l'impression qu'on parle seulement de 234 migrants qui arrivent dans ce pays. Mais le problème migratoire, il ne se pose pas juste à Toulon hier et pour les jours à venir. Il est majeur et il est important depuis des années et des années. On a des centaines de milliers de migrants par an. C'est pas ces 234 migrants, le vrai problème. Et ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement Macron accueillait 234 personnes par an, mais vous savez, nous, ce que vous appelez l'extrême droite ou la droite, on serait les premiers très heureux de tout ça. Mais vous auriez fait comment, vu les conditions? C'est la question qui se pose, après 3 semaines d'errement en mer, comme ça, dans des conditions déplorables. Il y a plusieurs choses déjà. Alors non seulement, je pense qu'il faut, dans un premier temps, rappeler qu'il pourrait retourner en Tunisie ou en Libye, par exemple. Deuxième chose... C'est pas facile. Deuxième chose, parce que vu qu'on va essayer de sortir ce cas précis de l'Ocean Viking, il faut aller taper les passeurs là où ils sont. C'est-à-dire qu'on est capable en France de savoir où se trouve une piscine chez des gens qui la construisent et de les taxer à cause de ça. Et on ne serait pas capable d'identifier des passeurs. Mais ceci étant dit, une fois l'Ocean Viking dans les eaux méditerranéennes, c'est ça la question. Je pense qu'il y a un autre sujet, c'est que la France a une politique d'information à avoir à l'égard de ces pays d'où viennent les migrants. C'est-à-dire leur expliquer que non, la France aujourd'hui n'est pas un Eldorado, la France n'est plus la terre promise, la France n'est plus une terre où vous pourrez prospérer. Et moi j'étais à La Chapelle il y a de ça 3 jours. Pardon, si c'est pour les accueillir dans de telles conditions, je suis content d'être de ceux qui s'y opposent et je crois que ce sont plutôt nous les vrais humanistes dans ce cas. Françoise Degois, vous trépignez. Je vous écoute, pas vous, mais vous, Stanislas, ça me fait sourire. Vous savez combien on a accueilli de réfugiés ukrainiens depuis 6 mois sur le sol français? 100 000. Ah voilà. Alors là, c'est ça qui est très intéressant. C'est pas du tout la même question. Oui. Les gens qui sont sur ce bateau vivent. Je termine. Les gens qui sont sur ce bateau vivent exactement la même situation que les Ukrainiens. Je vous fais la démonstration du fait que vous me dites c'est pas la même chose. C'est absolument la même chose. Ce sont des êtres humains qui sont arrachés. Il y en a quelques-uns qui viennent du Pakistan. Il y en a beaucoup qui viennent de la Syrie. Il y en a beaucoup qui viennent du Mali. Il y en a qui viennent d'Afghanistan. Donc, ce sont des gens qui sont arrachés à leur pays par la guerre, qui ont subi des traumatismes, etc. Mais 100 000 Ukrainiens ne vous gênent pas. Je suis volontairement provocatrice, mais 234 Syriens et venant du Sub-Sahara vous dérangent. On a bien compris pourquoi. Moi, je veux juste mettre cet accent-là pour que les gens comprennent bien. Bien sûr qu'il y a une angoisse identitaire. Bien sûr que l'opinion publique est abrasive sur ces questions. Elle s'est particulièrement durcie. La réalité, c'est si votre champion Éric Zemmour avait été à l'Élysée ou que Marine Le Pen avait été à l'Élysée, ils auraient fait absolument quoi? Ils auraient renvoyé en Tunisie. Vous croyez vraiment qu'on renvoie ces gens on renvoie ces gens vers l'enfer? Mais écoutez, c'est facile de raconter n'importe quoi quand on est dans l'opposition. C'est très simple. Quant à l'hypocrisie macronienne, j'en ai autant pour vous, qui consiste à... Chacun en prend pour son grade. Soyez sérieux. C'est vous en même temps aujourd'hui. L'hypocrisie macroniste qui consiste finalement jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. L'hypocrisie, elle vient des oppositions qui aujourd'hui essayent de ripolliner leur image et
de faire croire à nos concitoyens qu'on peut résoudre le problème d'un coup de baguette magique. Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Parce que Lydia tout à l'heure disait, il y aura d'autres bateaux. Évidemment, vous avez vu toutes les projections. Vous allez avoir les migrations de la misère, les migrations climatiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir... Donc on ouvre tout, Françoise de Gaulle. C'est pas ça. Ça veut dire que l'Europe doit vraiment... Non, c'est parce que je dis... L'Europe doit s'organiser. Concrètement, logistiquement, l'Europe doit s'organiser concrètement en répartition et en moyens financiers. Attention, parce qu'on ne vous entendra pas tous. L'Europe a tenté de s'organiser et on voit bien qu'elle n'y parvient pas. Certains ne jouent pas le jeu. La répartition a ses limites et la pression migratoire est extrêmement forte. En Afrique, vous avez effectivement des guerres. Vous avez aussi le problème écologique qui font qu'il y aura une pression migratoire qui sera de plus en plus importante. Moi, je trouve que la difficulté pour notamment Gérald Darmanin qui indique que ça ne créera pas de précédent et qu'il n'y aura pas de jurisprudence, c'est que face à lui, il y a quand même en Italie Giorgia Meloni qui refuse et qui affiche une politique de fermeté absolue sur cette question-là. Donc demain, si vous avez un autre bateau, et les passeurs sont très actifs, et les personnes qui sont volontaires pour venir en Europe et au péril de leur vie, il faut quand même le rappeler, sont encore très nombreux, eh bien vous aurez encore cette Italie qui refusera de les accueillir en piétinant le droit international. Vous avez raison. Quel choix aura la France si les autres pays européens refusent de l'accueillir, si ce n'est de refaire encore un accueil à Toulon. Alors en catimini certainement, mais il y aura forcément un autre Aquarius et Ocean Viking dans les prochains mois, puisque l'Italie ne va pas changer de gouvernement ni de politique. Stanislas Rigaud et Arlette Chabot conclura sur le sujet. Alors, on doit s'organiser, oui, ça fait des années qu'on le dit, ça n'est pas fait. Donc à part dire que l'extrême droite propose des solutions absolument ridicules, il n'y a pas de réponses qui sont apportées concrètement. Mais sur l'Ukraine, c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a deux différences majeures. La religion, je pense. Il y a deux différences majeures. Il y a évidemment, vous avez parlé d'identité. L'identité qui est plus proche, moi je me sens plus proche d'un Ukrainien que d'un Afghan. Moi non. Et moi si. Deuxième chose, et c'est peut-être pour ça qu'on a une vraie différence de fond. Oui, mais ça c'est un débat. Et la deuxième chose, mais on voit l'ADN encore une fois l'extrême droite. Et la deuxième chose, je vous ai pas coupé. Merci. C'est qu'ils retourneront chez eux après la guerre. Et c'est pas le cas aujourd'hui de ces personnes qui viennent dans le pays. Et le troisième point, mais vous me direz, je vous donnerai mon téléphone à la fin de l'émission si vous le voulez. Non, ça ira. Vous m'enverrez les textos si vous les trouvez, de cas de violence, d'agression, de tuerie commis par des Ukrainiens sur le sol depuis qu'ils sont arrivés. Et ben vous m'enverrez ces messages-là, ce n'est pas le cas. Et je crois que l'immense majorité de l'immigration qui commet des délits, qui violent, qui tuent dans notre pays, ne sont sûrement pas des Ukrainiens. Vous considérez par définition et par essence que les gens qui sont sur ce bateau sont de futurs criminels. Non, mais vous me démontrerez l'inverse en m'envoyant des textos sur mon numéro. Arlette Chabot, pour le mot de la fin, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Allez-y, Arlette, c'est à vous. Juste un petit mot. D'abord, Mme Meloni a accepté 3 bateaux ces dernières semaines. Parce et les que femmes finalement, et les enfants. sous la pression... Avec quelques 800 migrants tout de même. Alors, elle a été obligée d'accepter, donc on a débarqué les femmes et les enfants, et après finalement on a débarqué aussi les hommes parce que franchement séparer les familles c'était compliqué, donc les solutions simplistes du genre on fait le blocus et on n'accepte personne, ça ne marche pas, ils sont bien obligés effectivement d'accepter, puis deuxièmement il y aura effectivement, on revient toujours à la même idée, qu'une solution européenne. Alors après l'accord a été signé au mois de juin dernier, on va voir s'il peut être accepté. Et il faudrait aussi que la France en prenne sa part, parce que c'est bien quand on est président de la République et qu'on préside l'Union européenne de faire adopter un texte qui permet effectivement le partage du fardeau migratoire, mais quand on ne le respecte pas après, eh ben, ça pose vraiment un problème. Et je vais dans le sens de ce que dit Arlette, parce que, et là, c'est mon camp, et donc la honte sur nous, je pense qu'effectivement, la France a été extrêmement hypocrite également sous le quinquennat de François Hollande. Et quand on fait les comptes, si vous voulez, de la façon dont ça a été réparti, on a vu à quel point la France, sous des dehors comme toujours, Emmanuel Macron, François Hollande, tous des dehors terriblement donneurs de leçons humanistes en réalité, est l'un des pays qui a le moins accueilli. Alors, autre actualité de ces politiques de ces dernières heures, Adrien Quatennens va-t-il bientôt faire son grand retour à l'Assemblée nationale, visé par une enquête pour violence conjugale? Le député de la France Insoumise du Nord est en retrait de ses fonctions au sein de la France Insoumise depuis bientôt 2 mois. Il s'était mis en arrêt maladie. Voilà qu'on apprend que des cadres du parti préparent les esprits à son retour dans l'hémicycle. Regardez ce que dit le député LFI des Bouches-du-Rhône dans les colonnes du Figaro ce matin, je cite: « Au sein du groupe, nous voulons qu'il revienne ». D'abord, Shannon Seban, vous qui
vous n'êtes pas député, non, mais je vous pose quand même la question. Vous êtes élu. Est-ce que c'est un retour légitime ou prématuré aujourd'hui ? Ça me semble tout à fait prématuré. On ne sait pas où est-ce que l'enquête qui avait été menée autour de cette affaire Quatennens en est. Donc moi, je trouve ça tout à fait prématuré. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, la coalition de la NUP ait besoin du retour d'Adrien Quatennens pour porter certains sujets, puisqu'on voit à quel point aujourd'hui la coalition est en train de péricliter. Il n'y a plus d'harmonie. Et je crois que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, quand on aura notamment des textes sur le nucléaire qui devront passer à l'Assemblée, on verra encore une fois de façon très claire que cette coalition de la NUP, ça n'a été qu'un accord d'appareil pour des questions quand même de voter pour les textes, pour les élections législatives. Donc effectivement, moi je trouve qu'aujourd'hui Adrien Quatennens n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, que ce retour est prématuré et que très sincèrement, j'ose espérer que la décision est bien concertée en interne, mais je trouve cela effectivement tout à fait prématuré. Pardon, mais ça veut dire qu'il doit démissionner, c'est ça votre position en fait? Il n'a pas sa place à l'Assemblée, ça veut dire qu'il démissionne. Moi, je comprends. Sinon, il est payé à ne rien faire, comme disaient Jean. Je vous rejoins tout à fait. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'un député, qu'un élu de la nation qui a contre lui des accusations qui soient aussi graves continue, qui les a reconnues, pas encore condamné, qui n'est pas encore condamné certes, mais à partir du moment où vous désertez l'Assemblée nationale pendant une certaine période, je veux dire, c'est quand même les Français qui versent une certaine contribution pour payer Adrien Quatennens. Donc Madame Chabot, moi je vous rejoins tout à fait, Madame Chabot. Vous n'êtes absolument pas choqué, par exemple, par le retour à l'Assemblée de Damien Abad, qui est revenu assez discrètement et qu'on revoit dans les couloirs de l'Assemblée nationale, qui avait démissionné, qui avait dû démissionner de votre gouvernement, mais qui est revenu à l'Assemblée. Donc, vous êtes un peu dans le deux poids, deux mesures. Moi, sur Adrien Quatennens, vous me posez la question sur ce député-là. En l'espèce, je ne comprends pas qu'on puisse disparaître de l'environnement médiatique, qu'on ne se justifie pas pendant un certain temps et que du jour au lendemain, on réapparaisse comme ça nous chante, comme ça nous plaît. J'attends de voir quelles seront les explications, mais en tout cas, moi, ce que je considère, c'est que c'est intenable déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que soit en effet, il considère qu'il n'est plus en capacité... Le statu quo, là, à l'instant, ne peut pas durer. Oui, parce qu'à un moment donné, soit lui considère qu'il n'est plus en état d'exercer ses fonctions de député, dans ce cas, de lui-même y choisir, soit il reste et il revient une bonne fois pour toutes, mais qu'on arrête d'avoir une sorte de suspense et de plan com qui se dessine. Et selon vous, il peut retourner, c'est légitime son retour à l'Assemblée ? Le problème, c'est que la France insoumise, à force d'avoir été ultra virulente à l'égard de tous leurs opposants, notamment on parlait de M. Abad, et c'est intéressant, M. Abad. Il y a une différence majeure, c'est que M. Abad n'est pas condamné, mais surtout M. Abad ne reconnaît pas les faits, à ce que je sache. M. Abad les conteste. Le problème, c'est dans le cas précis de M. Quatennens, c'est que M. Quatennens a reconnu lui-même les faits. Et la France insoumise passe sa vie, à criminaliser tout le monde, à attaquer de façon ultra violente tout le monde. Il y a un deux poids, deux mesures, selon vous, venant de la France Rousseau avait promis un chahut sans précédent pour le retour de M. Abad, qui n'est pas condamné. Je ne défends pas M. Abad, loin de là, mais vraiment loin de là. Pour autant, ils sont absolument incohérents sur le sujet. Et pour faire une autre petite comparaison, on a vu les larmes de M. Corbière à la sortie de l'Assemblée, quand il y a eu la polémique avec M. de Fournas, on les a vus vent debout, et pourquoi pas. Mais quand il s'agit d'un des leurs, un des proches de M. Mélenchon, alors là, par contre, c'est autre chose. Le pauvre, il est en arrêt maladie, il est payé depuis 2 mois par l'Assemblée nationale, ça ne pose aucun problème. Mais vous êtes d'accord, en fait, vous êtes d'accord tous les deux. C'est peut-être un des seuls points d'accord entre... Non, mais il faut stop, on arrête. Ils sont d'accord. Adrien Quatennens, je dois pas... Peut-être que Françoise apportera une voix dissonante. Je voudrais juste, Shannon Seban, je voudrais juste dire, vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. D'abord, la NUPS n'est pas du tout écartelée, elle continue à voter les textes. Mais non, mais pour vous, elle l'est, parce que voilà. Mais ça n'est pas le cas. Il y a une mécanique parlementaire qui fait que, pour le moment, la NUPS continue à voter les textes ensemble. Voilà. Sur Adrien Quatennens, moi, il est temps que ça s'arrête, effectivement, parce que je trouve que c'est nuisible pour tout le monde. Il n'est pas temps que ça s'arrête, ça va commencer. Non, mais ça va commencer. En tout cas, une chose c'est compliqué. Par exemple, je donne un exemple. Bon, c'est vrai que tout ce qui est dit là dans le papier, effectivement, il y a une interrogation dans le groupe. Ils sont en train de préparer le retour d'Adrien Quatennens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, premier acte, alors est-ce que c'est symbolique ou ça annonce ce retour, Adrien Quatennens n'avait pas tweeté depuis le 18 septembre dernier. C'était son dernier tweet. Le feuilleton débute. Eh bien, aujourd'hui, il tweet. Il vient de faire un premier tweet. Alors, ça concerne l'effondrement d'un immeuble rue Pierre-Mauroy à Lille. C'est sa circonscription. Et donc, voilà, il adresse ses pensées de solidarité aux Lillois concernés. Il salue, Adrien Quatennens, la réactivité du jeune homme qui a donné l'alerte et le professionnalisme des services municipaux. C'est pas du tout anodin. C'est un tweet dans lequel il utilise le « je », il remercie, il salue, etc. Donc, Adrien Quatennens
a envie de revenir en politique, c'est évident, et ses amis de LFI, du groupe LFI, préparent ce retour. Ça va poser quelques difficultés là, je ne suis pas du tout d'accord avec François, ça va poser quelques difficultés au sein de la NUP, et notamment, on sait déjà que Sandrine Rousseau a prévu d'intervenir demain dans une émission de télévision ou de radio pour dire tout le mal qu'elle penserait d'un retour d'Adrien Quatennens. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le retour d'Adrien Quatennens, si vous voulez bien, juste pour terminer d'un mot, Jean-Luc Mélenchon, visiblement, l'a décidé, puisque ça s'est décidé au sommet du parti. C'est quand même très pyramidal et très vertical à LFI. Comme tous les partis, d'ailleurs. Non, pas tous. Non, pas à ce point-là. Les écologistes, c'est un peu différent. Eux, ils veulent la 6ème République. C'est Jean-Luc Mélenchon qui décide que Quatennens retourne dans la vie politique. Les dirigeants du parti, oui, visiblement, ont décidé qu'il était temps pour Adrien Quatennens d'effectuer son retour. On va voir comment ça se passe. Ça, c'est pas encore fait. Il va y avoir des débats internes aussi, sans doute. Mais en tout cas, la machine commence à s'enclencher. Avec le retour d'Adrien Quatennens, c'est un groupe qui va être quand même divisé, puisque beaucoup. C'est une épine dans le pied de la France Insoumise. Évidemment, ça reviendra sans arrêt. Il est, à mon sens, totalement démonétisé. Et par ailleurs, comment parler des questions de droits des femmes, d'égalité hommes-femmes et rester crédible quand vous êtes à LFI, alors que vous avez quelqu'un qui a reconnu avoir giflé sa femme. C'est un geste qui est quand même très violent. Et qu'autour de lui, ceux qui le soutiennent au sein de LFI ont absolument minimiser la portée de ce geste et de sa violence. Donc c'est un groupe qui va perdre du crédit, notamment sur ces questions-là. Et Adrien Quatennens aura toujours ce je suis d'accord avec... oui, c'est très compliqué de revenir. Ça me paraît... Très rapidement. Je ne suis pas 100% d'accord. Je pense qu'avec le temps et le talent qu'ils ont, il faut le reconnaître, pour que tout glisse sur eux. Je pense qu'ils sont capables de s'en ressortir. Ils vont élaborer un plan de com. Et je pense que si Quatennens décide de revenir, comme ça semble être le cas, je pense qu'ils ont sur à une autre époque peut-être, non, mais pas à l'époque du MeToo et du balance. Je m'en réjouis pas. C'est intéressant. On est dans une société qui est exigeante sur ces questions-là. Je ne crois pas que ça passera, même avec le meilleur plan. Thomas Porte, il n'est pas connu. Coquerel, ils ont tout de suite attaqué. Ils n'ont pas la même. Ils n'ont pas. Coquerel, il est connu et ils ont. Il a reconnu. Arlette Chabot, en un mot, parce que je vous entends moins là-bas, mais j'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que, enfin, un petit peu plus qu'un mot quand même, mais est-ce que, selon vous, Adrien Quatennens peut quand même rebondir par ses talents, comme Stanislas Rigaud vous l'évoquez, ou est-ce que sa carrière politique semble quand même bien mal en point? On ne fait jamais de pari sur rebondir, d'abord parce qu'effectivement, il y a une suite, donc il y aura la justice à un moment ou à un autre. Bon, mais je pense que s'il revient à l'Assemblée, ce sera effectivement difficile. Je ne vois pas intervenir et jouer un rôle fondamental comme il espérait le jouer. Donc ça sera un petit retour, ça sera très difficile. Et je pense que ses amis de la NUPES, et notamment chez les Verts, et on parlait tout à l'heure de Sandrine Rousseau, ne lui fera aucun cadeau. Donc c'est pas facile. Je ne suis pas sûre à sa place que je reviendrai. Oui, moi je pense que peut-être que ce serait la sagesse tout simplement de remettre son mandat et d'essayer de se faire laver par une nouvelle élection. Je ne vois pas en l'état actuel comment est-ce qu'il peut revenir sereinement à l'Assemblée. Et vous êtes presque tous d'accord, Stanislas Rigaud. C'est exceptionnel et c'est pour ça que je le souligne. Si vous avez lu la... Comment ? Vous êtes d'accord si c'est pour l'unité du plateau Non, c'est bien mieux d'avoir des avis divergents. Allez, on avance. Le thème suivant, si vous avez lu la presse hebdomadaire cette semaine, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de toutes ces unes sur les activistes écologistes. Paris Match notamment, Génération Coup de Poing, la une de Marianne, l'effondrement aura-t-il lieu ? Les 3 scénarios pour répondre à l'urgence, les écolos radicaux. La une de l'Express, quand l'écologie se saborde. La une du Point également, avec ces écolos ultra-radicaux, jusqu'où ira la violence. Et en effet, on l'a constaté ces dernières semaines, les actions Coup de Poing qui se sont multipliées entre sit-in, actions donc contre les œuvres d'art, les routes occupées. Cette semaine encore, le périphérique, vous le voyez, parisien, bloqué par le mouvement Dernière Rénovation. Bref, des actions qui se multiplient au risque parfois de lasser, voire d'énerver. Une manière choc de sauver la planète qui fait chaque jour plus d'adeptes pour ces militants face à l'urgence climatique. La fin, oui, justifie les moyens. Shannon Seban, est-ce que vous comprenez ce type d'action ? Est-ce que vous les soutenez ? Je comprends le message de fond qui est de vouloir agir, de vouloir choquer par certains comportements pour faire réagir le gouvernement. En revanche, moi, sur la forme, j'ai un problème. Quand on décide de jeter de la soupe sur un Van Gogh, quand on décide de vandaliser certains tableaux, quand on décide de bloquer des autoroutes, on gêne
une majorité de personnes sous couvert de l'action d'une minorité. Et je crois qu'aujourd'hui, les écolos radicaux sont en train de desservir la cause même qu'ils prétendent défendre. Donc moi, j'entends les revendications sur le fond, elles sont légitimes. Mais je ne crois pas, sous le contrôle collectif, qu'on peut réussir à changer quelque chose au dérèglement climatique en agissant de la sorte. Est-ce que ces personnes-là se sont rendues en Chine, en Inde, aux États-Unis pour se rendre compte de ce que c'est que d'avoir une véritable pollution? Donc là, on est en train de noircir le tableau. Bien évidemment qu'il y a une prise de conscience collective autour de la question écologique et je ne viens pas dire le contraire aujourd'hui sur ce plateau. Je pense juste que quand Gérald Darmanin a utilisé le terme d'écoterrorisme, quand on entend parfois le terme d'éco-vandalisme prospérer dans certains médias, il y a un fond qui est juste. Et encore une fois, ils sont en train de desservir la cause même qu'ils prétendent défendre. C'est pas comme ça qu'on arrivera à embarquer une majorité de personnes autour de la cause écologique. Écoterrorisme, le terme n'a pas été repris par l'ensemble de Renaissance. Beaucoup s'en sont c'est Olivier Véran, d'ailleurs, qui s'en est éloigné. Beaucoup s'en sont démarqués parce que, accuser de terrorisme des gens qui font quand même une action ils font des sittings qu'on peut contester. Mais ça, j'entends bien. En tout cas, moi, je pense qu'il y a des actes de vandalisme qui sont inqualifiables et qui sont intolérables. On peut aller jusqu'à parler d'écoterrorisme. Mais c'est pas du terrorisme. L'idée qui sous-tend celle de Gérald Darmanin, c'est à partir du moment où vous avez des pompes d'irrigation à Sainte-Soline qui sont sectionnés par certains militants et certains écolos radicaux. Non, mais ils sont contre les bassines. C'est autre chose. Pour le moment, c'est les militants qui sont morts. C'est Rémi Fraisse qui est mort. C'est pas, comment dirais-je. Moi, je trouve que il y a un problème dans ce gouvernement avec l'utilisation très politique de mots extrêmement forts pour choquer, pour dire regardez, nous c'est l'ordre et là-bas c'est le chaos. C'est pas possible de parler comme ça. Il faut mettre des mots sur des mots. Il est intelligent. Non mais il met des mauvais mots. Allez, Stanislas Rigaud, je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que selon vous le message est juste mais brouillé par la façon dont vous voyez? Sur le fond, je sais pas ce qu'ils revendiquent à chaque fois. Pardon, j'arrive pas à lire leur message à chaque fois. Trop brouillé. Contre les bassines, par exemple. Non mais je vous dis, quand moi je vois l'image sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne télé, je vois juste des personnes qui emmerdent. Sur le périph', ce sont les voitures, le carburant. Mais ils polluent davantage en fait. La forme de prendre. Pardon, mais les voitures qui restent dans les embouteillages polluent plus que ces. Oui, vous êtes d'accord pour terminer. Mais juste, il y a une deuxième chose. Sur la forme, évidemment, je trouve ça déplorable. Ils emmerdent des Français. Surtout en ce moment, on a vu des Ils Français... le revendiquent d'ailleurs. Mais bien sûr, mais on a vu des Français qui ont fait des queues pendant des heures et des heures à la station essence. Et maintenant, ils font des queues devant des gens, devant 10 personnes qui ont rien d'autre à faire de leur vie que d'emmerder tout le monde. Mais après, par contre, et là, je suis en désaccord pour le coup avec madame, je pense que c'est efficace et qu'en fait, ce qu'ils font, sur le long terme, ils arrivent à imposer leur sujet. C'est toujours la même chose. En plus de ça, entre nous, il y a quand même un côté où les écolos, on leur pardonne quasiment tout, comme avec l'extrême gauche. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque? Mais c'est comme les Femen. Il y a 10-15 ans, on les voyait faire du happening, ça en l'air, dans tous les trucs. Et vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'escalade, voire de dérapage? Mais je pense qu'ils dérapent déjà. Non, mais le dérapage, les écolos radicaux aujourd'hui. Grave. Les écolos radicaux aujourd'hui. Non, mais objectivement, qui est-ce qui meurt? C'est pour le moment, c'est non, mais objectivement, qui est-ce qui est tué? C'est militants écologistes, c'est Rémi Fraisse. Là, le dérapage, là, le danger. Mais quel danger? Très bonne élève sur la question de l'écologie. Quel danger? Faut arrêter de nous culpabiliser aussi. Mais je vous culpabilise absolument pas moi, les Français. Je ne culpabilise personne. On a des meilleurs élèves du monde. Je dis juste que nous n'avons peut-être pas mesuré, nous, cette génération-là, qui manifeste de façon radicale. Il propose quoi? Qui est née avec l'écologie. Il propose qui est né avec il propose plein de choses, notamment que les gouvernements. Rénovation, vous regardez ce qu'il propose. Il propose quoi? Il propose de ne pas sortir au 49.3 l'amendement sur la rénovation. C'est de la politique politicienne, ça. Attention, pas tous en même temps. L'agenda politique. Shannon Seban, regardez très précisément, vous citiez justement le collectif Dernière Innovation qui bloque justement les voies d'autoroute. Les revendications de Dernière Rénovation, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse adopter un plan de rénovation thermique des bâtiments qui soit ambitieux. C'est ce que nous faisons. Non, c'est pas vrai. C'est pas particulier qui a été balayé au 49.3. Françoise, on y reviendra. C'est un sujet sur lequel on viendra. Merci à tous les six, ça passe trop vite, je suis désolée. Je vois bien que vous aviez tous envie de réagir de nouveau là-dessus, mais on en reparlera, c'est sûr. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission.